Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Forum Truc de Pro. Aujourd'hui, le sujet, c'est le projet du cours d'eau de l'Etna avec notre animateur François Groux de Fluvio. Alors, en collaboration avec nos partenaires Canard Illimité Canada, le projet RAR, donc le Recherche et Application pour une restauration éclairée des milieux humides, et le MELCCFP, la CEREC, donc nous, participe à l'organisation des forums mensuels intitulés Trucs de pro qui se tiennent une fois par mois, un jeudi après-midi. Aujourd'hui, c'est notre dernier de l'année. L'idée des forums est de favoriser et faciliter la discussion entre les acteurs et actrices en restauration et de permettre aux participants de poser des questions à des experts dans ce domaine. Ces forums se déroulent en français. Nous allons enregistrer la première partie avec la présentation et la mise en situation de la problématique. Donc aujourd'hui, c'est le projet du cours d'eau de l'Etna. Et nous allons arrêter l'enregistrement pour la partie discussion afin de promouvoir une discussion ouverte. Nous vous invitons à ouvrir vos caméras pendant la partie discussion et de lever la main afin de donner l'opportunité à tout le monde de participer. Maintenant, un petit peu sur notre animateur François Groux. Monsieur Groux est un ingénieur civil spécialisé dans les projets d'aménagement hydrique. Après une formation d'ingénieur en génie de l'eau et de l'environnement, Monsieur Groux mène une carrière dans le secteur du génie conseil depuis plus de 15 ans. Bien qu'ayant travaillé sur une grande variété de projets, depuis la protection contre les inondations jusqu'aux infrastructures de transport et aux barrages, les principaux intérêts de M. Groux résident dans les projets à vocation écologique, comme la restauration du cours d'eau ou l'aménagement de passes migratoires. Il favorise une approche multidisciplinaire intégrée dans les projets sur lesquels il est impliqué. Il intervient à toutes les étapes des projets, de l'initiation, donc la diagnostic, planification et faisabilité, jusqu'à la réalisation, donc l'ingénierie et le suivi de construction. Il agit comme un concepteur principal dans le cadre du projet présenté. Et pour ce projet, le projet porté par la Ville de Québec visait à la création d'un nouveau lit à caractère naturel d'environ 800 mètres de long pour corriger la canalisation du cours d'eau survenu il y a une quinzaine d'années. Les travaux de restauration du ruisseau ont débuté en novembre 2023 et se sont étalés sur une période d'environ un an. L'objectif était de recréer un cours d'eau hydrogéomorphologiquement fonctionnel, constituant un habitat propice pour le poisson, donc l'omble de fontaine, et pour toutes les espèces associées au milieu riverain. De grandes améliorations ont par ailleurs été apportées sur le plan de la connectivité longitudinale et latérale. Le bois issu du site a été utilisé pour la réalisation de divers aménagements visant la diversification des faciès d'écoulement et la bonification des habitats aquatiques. Le génie végétal a été préféré pour la stabilisation des berges les plus sensibles. Alors, je vous passe maintenant le micro. François, c'est à votre tour. Merci Shona. Bon, la description que j'avais envoyée était déjà assez complète. La moitié de la présentation est faite. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Ça va être ça. Share. Il y a une chance. Oh non. Est-ce que tout le monde voit la présentation à plein écran? C'est parfait. C'est bon? Bon. Alors, Shona l'a déjà introduit un petit peu. Le projet dont je vais parler, c'est un projet porté par la ville de Québec. Euh, dans le secteur de Val-Bélair. Les objectifs, comme Shona l'a dit, c'était de recréer un lit de cours d'eau à caractère naturel qui devait, dans les objectifs principaux qu'on avait au tout début, constituer un habitat pour le poisson, parce que l'habitat qui était perdu à l'origine était un habitat de poisson, et même le cours d'eau, le fossé dont je vais parler dans un instant, abritait encore du poisson. Les travaux, effectivement, ont duré à peu près pendant un an et ils viennent de se terminer, en fait, il y a à peine quelques jours. Mais le projet, nous, on a été impliqué sur une durée d'à peu près 2 ans, donc à peu près un an pour toute la partie conception, plans et devis, autorisation, et puis une année pour la construction, pas en continu, mais par période. Pourquoi on est intervenu, en fait, pourquoi la ville est intervenue sur ce site-là?
il y a eu des travaux de drainage importants qui ont perturbé le réseau hydrographique il y a un peu plus de 15 ans maintenant, dans un contexte de protection contre les inondations. Donc, vous voyez à l'écran, sur le relief ombré, une espèce de canal creusé du bas vers le haut de l'image. Ce canal-là a été construit pour déconnecter une partie du réseau pluvial des secteurs résidentiels que vous voyez au bas de l'écran, du bassin versant de la rivière Lorette, et de les renvoyer vers un autre secteur moins sensible via ce grand canal et l'aménagement d'un bassin de rétention pour amoindrir les impacts. Ce faisant, toutes les résurgences naturelles, donc on est situé à l'est du Mont Bel. Donc le Mont Bel serait à gauche de l'écran. On a des écoulements qui viennent de l'ouest et on a beaucoup de résurgences au pied de la montagne qui arrivent dans le secteur de ce fossé, de ce canal-là, avec des milieux humides aussi en assez grand nombre. Et donc toutes les résurgences qui arrivaient, les petits cours d'eau qui arrivaient intermittents de l'ouest, ont été interceptés par ce fossé de drainage, ce grand canal, et toute la partie qui était en aval de ce canal-là a disparu. Donc, on a perdu plusieurs lits d'écoulement, même si c'était des très petits lits d'écoulement, on est en tête de bassin versant, on en a perdu plusieurs par la création de ce canal. Juste pour vous donner ici avec une image, on a donc le bassin versant, les apports en eau sont un secteur qui est encore boisé, mais qui est entouré par des secteurs résidentiels un petit peu partout. Donc, on est vraiment en milieu périurbain. Puis la petite carte en bas à gauche, ça vous indique le secteur de l'aménagement, donc au nord-ouest de la ville de Québec. Donc, l'objectif du projet, c'était de réintercepter toutes les eaux propres, naturelles, recréer un lit à caractère naturel, fonctionnel, qui constitue un habitat pour le poisson, pour compenser la perte du lit du cours d'eau naturel qui était survenu donc il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on a juste 10 minutes, mais en somme, le projet, on le voit ici avec une autre perspective. Ce que vous voyez en orange sont des conduites pluviales qui sont interceptées par un fossé qui est en vert. Le fossé, on le voit avec le relief un petit peu, est très profond, donc c'est très linéaire, très profond, jusqu'à 4-5 mètres de profondeur. Malgré tout, avant les travaux, il y avait quand même du poisson dans ce fossé-là, d'où l'objectif de recréer un cours d'eau qui soit propice pour constituer un habitat de poisson. Puis ça nous fait penser que le poisson est quand même assez résilient parce qu'il y avait du poisson alors que c'est alimenté en majorité par des conduites pluviales en amont et que ça retourne dans le réseau pluvial en aval. Donc le cours d'eau d'à peu près 800 mètres, c'est le trait pointillé bleu que vous voyez sur l'écran. On va en parler un petit peu plus en détail après, mais donc un tracé sinueux et vous voyez deux étendues d'eau le long du parcours qui sont des fosses plus profondes qu'on a aménagées le long du cours d'eau. Donc j'ai articulé la présentation avec des trucs, puisque c'est supposé être des trucs de pro, je sais pas, mais des trucs en tout cas pour la restauration des habitats. Le premier truc, j'ai intitulé ça Utiliser les modèles naturels. Et il y a plusieurs sous-trucs dans ce premier truc. Donc, utiliser les modèles naturels, à mon avis, c'est vraiment la chose la plus importante pour que ça fonctionne bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de reproduire une morphologie, donc des dimensions pour le cours d'eau, une forme qui se rapproche le plus possible de ce que ça serait naturellement. D'autant plus important ici où on repart de zéro. Donc, il y a plus de cours d'eau, il a été complètement canalisé. Donc, c'est de retrouver des modèles à proximité qui nous permettent de déterminer le type de sinuosité, la profondeur du cours d'eau, le type de substrat, le type de végétation. Ça inclut, par exemple, pour la végétation, c'est quoi pour nos plantations? Est-ce qu'on peut se permettre de planter à proximité immédiate de l'eau? Est-ce qu'il faut éloigner certaines plantations et tout ça? Bref, essayer de reproduire le plus possible ce qu'on observe autour. Donc, les observations, pour moi, c'est vraiment un élément très, très important dans la conception d'aménagement, surtout quand on fait de la restauration. J'ai mis une petite illustration en haut à droite. C'est le concept initial du projet qui avait été établi avant le démarrage de notre partie du mandat. Puis en bas, c'est le concept qu'on a construit réellement. Pourquoi j'ai mis ça? C'était juste pour illustrer une chose par rapport à la morphologie des préconçus. Parfois, on pense, en fait, souvent, on pense, j'ai déjà vu souvent se faire dire, faut mettre des méandres parce qu'on restaure un cours d'eau.
Alors, pour faire ça, on fait des méandres. Ça donne des sinuosités comme on voit en haut, avec une amplitude, une sinuosité et un format qui, à mon sens, a rien de très naturel. Mais on met des virages pour faire des méandres. Bon, d'une part, il y a des cours d'eau naturellement rectilignes. Tous les cours d'eau sont pas méandres. Fait que c'est pas parce qu'on met des méandres qu'on se rapproche d'un modèle naturel. Puis mettre des méandres dans un modèle qui serait naturellement rectiligne, ça pourrait mener à des résultats qui sont pas très probants. Puis si on met de la sinuosité et des méandres, ben, essayer de reprendre un modèle naturel avec des sinuosités, des amplitudes, des longueurs d'onde qui se rapprochent de ce qu'on observe réellement pour des cours d'eau de même envergure, dans le même contexte, même type de sol, etc. Pour le substrat, c'est pareil. J'ai vu souvent des substrats fins ajoutés dans le fond des cours d'eau pour l'étanchéité ou pour permettre la reprise de végétation. Si naturellement le cours d'eau a un substrat grossier granulaire, euh, ben, ça donne rien de mettre un substrat fin. Puis il y a des grandes chances que ce substrat-là soit lessivé finalement dès la mise en eau du cours d'eau. Mais en bref, on reproduit les modèles naturels et ça vient avec, mais attention aux éléments qui nécessitent de l'entretien pour fonctionner à long terme. Quand on cherche à restaurer les milieux, on veut qu'ils fonctionnent en autonomie. Donc, s'il y a des travaux qui nécessitent des interventions humaines, ben, probablement qu'on échappe certains objectifs dans le projet. Dans la version initiale, il y avait par exemple le nouveau cours d'eau qui croisait le fossé dans un ouvrage de type siphon. Bon, ben, ce genre de choses, on a retiré ça du projet parce que ça exige éventuellement de l'entretien, des suivis, puis un certain niveau de risque à long terme. Donc, on est allé vers un concept qui est beaucoup plus simple et qui nécessite moins de suivi. Toujours dans la partie modèle naturel, euh, et parce que ça rentre beaucoup dans notre domaine, une hydrologie réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut utiliser les normales pour concevoir les milieux, c'est-à-dire les vrais débits qu'on peut observer encore une fois sur le site et non pas des estimations euh, qu'on fait à partir de méthodes X ou Y d'ingénierie pour des crues ou des débits extrêmes. On a tendance à utiliser des débits de crues 2 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans, parce qu'on utilise une approche par le risque, comme si on concevait des ouvrages hydrauliques, des barrages ou des digues, alors que le milieu naturel, lui, doit fonctionner 99,9% du temps. Et ce 99,9% du temps, souvent, est pas suffisamment bien considéré. Donc, euh, truc important, essayer d'observer les débits réels des cours d'eau quand on cherche à aménager et pas se focuser sur les débits de crue ou les débits plus rares. Oui, on veut garantir que l'aménagement soit pérenne et stable, mais c'est plus une validation qu'un élément utilisé en conception. Et puis, le sous-truc 1, après utiliser les modèles naturels, déroger des modèles naturels. Bon, là, c'est un peu une question philosophique. Euh, C'est ça, je dis qu'il faut utiliser les modèles naturels, mais en même temps, dans le projet, on a dérogé des modèles naturels pour optimiser les habitats. Donc, on pourrait avoir un débat à ce sujet-là. Là, c'est un peu un choix du concepteur. Euh, mais dans le cas du cours d'eau qui nous intéresse, parce qu'on est en tête de bassin versant, on a très peu de débit. On a voulu optimiser l'habitat en créant 2 zones d'eau profonde, 2 fosses, notamment celle qu'on voit sur la photo à l'endroit où il y avait le plus de résurgence pour créer des habitats refuges pour l'ombre de fontaine, donc des refuges thermiques en été et en hiver avec des zones d'eau profonde, et maximiser les apports en eau au cours d'eau en augmentant le captage des eaux de surface à l'endroit des résurgences principales. Donc naturellement, le modèle de cours d'eau de tête de bassin versant n'a pas de zone d'eau profonde ou de fosse de ce type-là. On a choisi d'en ajouter pour bonifier l'habitat, mais on déroge du modèle naturel. Fait que dans ce cas-ci, c'est ça, on respecte le modèle naturel de façon générale, mais on s'est autorisé à en déroger de façon ponctuelle et particulière pour pérenniser et optimiser l'habitat. Mais c'est un choix de concepteur qu'on n'aurait pas été obligé d'intégrer dans le modèle pour en faire une bonne restauration. Deuxième truc, penser connectivité. Je pense que ça aide à solutionner beaucoup d'aspects quand on travaille sur un cours d'eau. Donc, il y a la connectivité longitudinale dont on pense souvent, notamment pour le passage du poisson, mais on devrait aussi penser au transport des sédiments et à la connectivité pour tous les organismes, notamment les invertébrés qui vivent dans le fond des cours d'eau. Mais plus particulièrement, ce qu'on oublie parfois, c'est la connectivité latérale. Donc,
essayer d'aménager de sorte à ce qu'il y ait un passage progressif du milieu aquatique au milieu terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des pentes douces, la végétation qui débute au niveau de l'eau. On le voit sur l'image qui est à droite. Il y a vraiment, c'est ça, une progression de la végétation entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Et les milieux sont très interconnectés entre eux latéralement, si bien que longitudinalement. Puis la présence de ces végétaux-là à proximité de l'eau, mais c'est de l'ombrage, des nutriments et beaucoup plus d'échanges, donc beaucoup plus de richesse pour les milieux qu'on recrée. Petite image pour la connectivité longitudinale. Dans le projet, on se reconnectait dans un cours d'eau existant en amont du tuyau que vous voyez sur la droite. Donc, on a suggéré à la ville de prolonger un petit peu le projet pour remplacer cet ouvrage en remblai, ce ponceau, qui était infranchissable ou difficilement franchissable par le poisson, par une passerelle et un réaménagement complet du lit du cours d'eau dans le secteur du ponceau. Donc, ça donne plus de sens au projet qu'on fait parce qu'on recrée un habitat qu'on veut d'intérêt pour le poisson. Donc, de le reconnecter à des habitats d'intérêt en aval en rendant le tout franchissable paraissait assez logique. Troisième truc, tenir compte des usages. Donc, quand on fait des travaux comme ça, on s'insère dans un milieu de vie, surtout ici en milieu périurbain. Il y a des usagers euh, qui utilisent le site de façon plus ou moins formelle, mais il faut, à mon avis, tenir compte de ces usages, même si c'est des usages informels ou même si c'est des usages à la limite interdits, parce que c'est pas parce que c'est interdit que ça va arrêter. Donc, on est mieux d'en tenir compte, à mon avis, et de l'intégrer dans la conception plutôt que de l'ignorer, parce que c'est éventuellement pas supposé arriver. Donc, les promeneurs, les véhicules tout-terrain, les motoneiges, surtout ici où on a une ligne de transport d'énergie, où il y a beaucoup de circulation, et puis le maintien des accès. Donc, vous voyez sur la photo de droite où il y a de la verdure, on a mis en place des fausses passerelles pour les randonneurs, les piétons parce qu'il y a des sentiers de marche, de randonnée informels dans la forêt. Donc, comme par hasard, dans l'alignement des sentiers qui sont les plus empruntés, on retrouve des troncs d'arbres bien alignés au-dessus du cours d'eau qui permettent le passage des gens. Donc ça évite, on encourage en partie, mais disons que plutôt que de laisser les gens piétiner les berges du cours d'eau ou traverser le cours d'eau et endommager les milieux, on leur crée une voie de passage préférentielle même si ça reste relativement informel, ça évite les dommages, donc c'est un peu une solution de compromis. Pour les motoneiges, les VTT, un peu de la même manière, on a aménagé deux ponceaux pour faire passer le cours d'eau sous les voies les plus utilisées par les VTT et les motoneiges. Il y a une de ces voies-là qui n'est pas une voie officielle, qui n'est pas supposée être utilisée, fait que le fait de faire un ponceau, on encourage en partie les gens à l'utiliser, mais si on n'en faisait pas, les gens passeraient quand même à gué. Donc, avec la ville de Québec, il a été décidé de mettre en place des ponceaux pour préserver l'aménagement. Et c'est ça. De toute façon, les gens vont continuer à utiliser le site dans tous les cas. Et puis, donc, on a mis de la signalisation aussi dans le projet. Attention, zone de revégétalisation, vous voyez en haut à droite. Puis, dans les zones d'eau profonde qu'on a créées pour les habitats refuges, on a mis aussi de la signalisation parce qu'on crée un milieu tout nouveau. Donc, il n'y avait rien avant. Donc, les gens ne sont pas habitués à circuler ou à gérer ce risque-là qui est assez nouveau. Donc, c'était important de signaler ça à la population. Projet très bien reçu par ailleurs par la population locale. Quatrième truc, l'avant-dernier, euh, valoriser les matériaux indigènes. Bon, malheureusement, même si c'est de la restauration, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On a été obligé de faire du déboisement dans le milieu forestier qui était voisin du canal pour passer le tracé de notre nouveau cours d'eau. Euh, Par contre, on a essayé de valoriser autant que possible les matériaux issus du site dans l'aménagement, notamment le bois, donc les résidus de coupe. On avait du cèdre, on avait des essences qui sont très propices pour les aménagements dans les cours d'eau. Donc, on a réutilisé au maximum les résidus de bois issus du site pour recréer les aménagements dans le cours d'eau de diversification. Donc, on a créé des seuils en bois, des épis, des déflecteurs, les passerelles comme vous avez vu. Puis là, vous voyez avec les personnes qui sont au milieu de l'écran pendant la construction, ça, c'est des abris qu'on a fait sous les berges. Donc, dans les deux zones d'eau profonde qu'on a aménagées, on est allé faire une plateforme avec les rondins qu'on a recouvert de terre végétale et végétalisée dans les zones où il y avait plus que 5 pieds d'eau.
Donc, ça crée des habitats caches, refuges pour la faune aquatique, notamment le poisson. Puis, ça permet de valoriser les matériaux issus du site. Aussi, au niveau de la terre végétale et des résidus de bois, la photo que vous voyez à droite, c'est que l'entrepreneur a mélangé les résidus de bois. Donc, il n'y a pas eu de dessouchage. Tous les résidus de bois qui étaient sous le niveau du terrain naturel ont été broyés, mélangés avec la terre végétale. Puis ça, c'était une bonne découverte dans le cadre du projet, c'est que le fait d'ajouter la fibre de bois avec la matière organique, ça lui donne une consistance beaucoup plus, une bien meilleure structure, et ce qui fait que c'est beaucoup moins sensible au lessivage, au ruissellement et à la génération de matière en suspension. Grâce à ça, on aurait pu éviter de mettre des matelas de protection en surface comme on l'a fait finalement, parce qu'on voyait que le matériau se tient bien mieux. Puis ça permet de valoriser aussi les résidus de bois directement à même l'aménagement. Et puis le dernier truc, prévoir les imprévus. C'est un peu contradictoire, mais disons que dans le cadre de la conception, si on veut que l'aménagement se passe le mieux possible, il est bon de se poser un maximum de questions sur les imprévus potentiels qui pourraient survenir, puis d'adapter éventuellement la conception en conséquence. Donc dans les et si, le premier, le plus important peut-être, c'est et si mon échéancier ne fonctionne plus. Dans notre cas, on avait prévu les travaux normalement pour se dérouler en période estivale. Et finalement, pour des raisons diverses de permis, de budget, de politique, de plusieurs raisons, on a dû commencer les travaux et réaliser une bonne partie des travaux en hiver. Et ça a beaucoup de conséquences sur les approvisionnements, sur le type d'aménagement, notamment le génie végétal, sur la manière de travailler, le type de machinerie, les conséquences, la gestion de l'eau. Donc, si on y avait pensé à l'avance, il y a peut-être des choses qu'on aurait fait différemment. On aurait peut-être modifié aussi nos devis techniques pour que ça soit mieux adapté au contexte de réalisation du chantier. La nature des sols, dans notre cas, on avait des forages qui nous disaient qu'on avait juste du sable et finalement, on avait des gros blocs comme celui que vous voyez sur la photo en haut, un petit peu partout. Donc, pareil, des modifications assez importantes au chantier. Et puis, bon, tout ce qui est approvisionnement, si on a une rupture d'approvisionnement dans tel ou tel matériau, essayer de se poser la question comment on peut se retourner rapidement. Euh, Avec tout ça, c'est à mon avis très important que le concepteur, donc le ou les personnes qui ont conçu le projet soient disponibles et présents assez souvent sur le chantier pendant la construction parce qu'il faut être capable de réagir rapidement à ce genre d'imprévu, à faire des modifications sur place. Puis, quand on travaille avec des milieux naturels, de toute façon, il y a beaucoup de petits ajustements en chantier qui doivent être faits pour s'adapter à la réalité du terrain. D'autant plus quand on travaille avec des tout petits cours d'eau comme celui-ci, ça veut dire qu'il y a des micros ajustements à faire un petit peu pendant la durée du chantier et à la fin des travaux. Par exemple, pour assurer l'étanchéité des seuils en bois, parfois il faut aller rajouter quelques petites roches, un petit peu de substrat à la main pour boucher un trou ici et là. Fait que ça demande une présence et un suivi en continu. Donc, ce genre de travaux, on évite de faire des plans, de mettre des plans et devis, puis de laisser aller l'entrepreneur tout seul, parce que ça risque de finir de façon assez différente de ce qui a été pensé au départ. Ça fait le tour des petits trucs que j'avais réunis pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour cette mise en situation de la problématique, François. Je vais arrêter l'enregistrement, puis ensuite, j'invite le monde à participer, à poser des questions, à échanger des idées avec vous. Et je vais juste modérer les mains levées pour s'assurer qu'il n'y a pas juste une ou deux personnes qui dominent la conversation.